Le 8e jour, Moïse appela Aaron et ses fils et les anciens d'Israël. Il dit à Aaron, « Prends un jeune veau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste, l'un et l'autre sans défaut, et sacrifie-les devant l'Éternel. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, « Prenez un bouc pour le sacrifice d'expiation, un veau et un agneau, âgés d'1 an et sans défaut pour l'holocauste, un bœuf et un bélier pour le sacrifice d'action de grâce, afin que les sacrifiez devant l'Éternel, et une offrande pétrie à l'huile, car aujourd'hui l'Éternel vous apparaîtra. » Ils amenèrent devant la tente d'assignation ce que Moïse avait ordonné, et toute l'assemblée s'approcha et se tint devant l'Éternel. Moïse dit, « Vous ferez ce que l'Éternel a ordonné, et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. » Moïse dit à Aaron, « Approche-toi de l'autel, offre ton sacrifice d'expiation et ton holocauste, et fais l'expiation pour toi et pour le peuple. Offre aussi le sacrifice du peuple et fais l'expiation pour lui, comme l'Éternel l'a ordonné. » Aaron s'approcha de l'autel et il égorgea le veau pour son sacrifice d'expiation. Les fils d'Aaron lui présentèrent le sang. Il trempa son doigt dans le sang et mit sur les cornes de l'autel et répandit le sang au pied de l'autel. Il brûla sur l'autel la graisse et les rognons et le grand lobe du foie de la victime d'expiation, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Mais il brûla au feu hors du camp la chair et la peau. Il égorgea l'holocauste. Les fils d'Aaron lui présentèrent le sang et il le répandit sur l'autel tout autour. Ils lui présentèrent l'holocauste coupé par morceaux avec la tête et il les brûla sur l'autel. Il lava les entrailles et les jambes et il les brûla sur l'autel par-dessus l'holocauste. Ensuite, il offrit le sacrifice du peuple. Il prit le bouc pour le sacrifice expiatoire du peuple, il l'égorgea et l'offrit en expiation comme la première victime. Il offrit l'holocauste et le sacrifia d'après les règles établies. Dur de faire un sermon sur ce texte. Donc j'ai décidé que je ne faisais pas un sermon sur ce texte. Bah oui. En plus, j'aurais pu choisir un autre passage, mais il est question de la cache-route. C'est pas facile non plus. Et puis il est question de la vache rousse, enfin rouge. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi en français on l'appelle la vache rousse, parce qu'il est dit clairement dans le texte que c'est Adom, para Adouma, la vache rouge, qui était sacrifiée, brûlée, et dont les cendres étaient mélangées avec de l'eau pour devenir de l'eau lustrale qui permettait de purifier de rendre purs ceux qui étaient impurs pour certaines catégories. Bon. Alors j'ai décidé de vous parler d'autre chose. Savez-vous qui a gagné le marathon de Jérusalem? Mais non, mais c'est une question sérieuse. Ah, vous savez? Alors? Une Ukrainienne, n'est-ce pas? Son nom? Valentina Veretska. Pas juive. Il y a 3 semaines ou 4 semaines, elle a demandé son visa pour Israël, pour participer au marathon de Jérusalem. La guerre a éclaté et elle s'est enfuie avec sa fille. Elle a été à Jérusalem parce qu'elle avait son visa. Elle a couru le marathon et elle l'a gagné. C'est un clin d'œil, parce que dans les jours qui viennent de se passer et ceux qui vont arriver, il va falloir quand même essayer de voir quelques petites choses comme ça, positives d'une certaine façon. Mais c'est intéressant parce que si vous allez sur des journaux israéliens d'aujourd'hui, eh bien elle est là avec d'un côté le drapeau israélien et de l'autre côté le drapeau ukrainien. La semaine dernière, il y avait 12 000 Ukrainiens qui ont atterri en Israël, dont, dit le texte, 8 000 ne peuvent pas invoquer la loi du retour. Ça va poser des problèmes en Israël, mais enfin ça c'est... Après les sourires, il faut quand même rester conscient de ce qui se passe.
Pendant de très nombreuses années, surtout au cours de Bar Mitzvah, je disais aux jeunes qui étaient là, je dis, vous avez de la chance parce que vous vivez dans une Europe qui ne connaît pas la guerre, une vraie guerre, c'est-à-dire la guerre d'un pays contre un autre, avec un pays qui envahit un autre pays, tous les deux étant indépendants. Eh bien, cette phrase ne pourra plus être dite au présent. Elle devra être dite au passé. Pendant 70 ans, un peu plus, 77, on n'a pas eu d'exemple en Europe, puis on peut compter quand même l'Ukraine et puis une partie de la Russie comme étant européenne. On n'a pas eu en Europe un État qui envahissait un autre. Eh bien maintenant, on ne peut plus faire marche arrière. Il est vrai que pour tous ceux qui sont nés après la Deuxième Guerre mondiale, et même loin de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait ce relent un peu nauséabond, un peu lourd, parce qu'on racontait ce qui s'était passé. Et on savait que cela s'était passé. Mais pendant plusieurs décennies, on a pensé que cela ne se passerait plus. Et cela se passe. Évidemment, quelles que soient les erreurs commises par les Ukrainiens, quel que soit leur rejet des russophones et la corruption qui régnait en Ukraine, on ne peut pas utiliser ces arguments pour dire ce qui se passe est la normalité. Ce qui se passe n'est pas la normalité. Il va y avoir des millions, il y a déjà des millions de personnes déplacées, soit réfugiés de l'autre côté de la frontière ukrainienne, il y en a plusieurs millions, 3 millions ou plus aujourd'hui, et à l'intérieur du pays, il y a d'autres. Il y a encore quelques millions de personnes, on pense qu'il y a une dizaine de millions de personnes qui n'habitent plus chez elles, et qui sont donc dans une situation, un flottement, en quelque sorte, pour la plupart d'entre eux, ou d'entre elles, puisque la majorité, ce sont des femmes et des enfants, qui sont dans ce flottement inconfortable de ne pas savoir si on va pouvoir retourner chez soi, et si on peut retourner chez soi, si on va le retrouver, ce chez soi. Et donc, c'est une situation qui nous a, tout d'un coup, qui a éclaté à notre visage. On commençait un tout petit peu à respirer après la pandémie. Ça aussi, peut-être, c'est un petit peu trop optimiste. Quand ce qui s'est passé il y a 3 semaines s'est passé. Et même si la plupart d'entre nous, nous n'avons pas connu la guerre, nous la voyons à nos portes un peu lointaines. Et c'est pour ça peut-être que nous avons réagi avec empathie devant la situation des réfugiés ukrainiens. Parce que très égoïstement, nous nous sommes sentis proches d'eux. Nous nous sommes sentis et nous nous sentons fragilisés. Nous aussi, plus psychologiquement que physiquement, sans commune mesure avec ce que ressentent les Ukrainiens, mais quelle que soit l'issue de ce conflit, il laissera évidemment des traces chez eux, mais il en laissera des traces aussi chez nous. Et c'est pourquoi aussi nous devons nous occuper des réfugiés, parce que, d'une certaine façon, si nous nous occupons d'eux, eh bien, il y a une conséquence qu'on pourrait appeler collatérale. Nous nous ferons du bien à nous-mêmes. C'est ce que disait le professeur Cyrulnik hier à la radio. Il disait que s'occuper des réfugiés, leur venir en aide, c'est prouver que l'on peut donner, que l'on peut aider. Et en prouvant que l'on peut donner et que l'on peut aider, eh bien on se donne à soi-même.
un peu d'espoir et un peu d'espérance. Certains se sont élevés en constatant la différence de notre réaction, à nous, Européens, devant la question ukrainienne, et notre réaction devant les réfugiés qui venaient d'Asie et d'Afrique. Mais dans toute situation humaine, c'est ceux qui nous sont proches auxquels nous tendons la main en premier. Ceux de nos familles, ceux de nos immeubles, ceux de nos rues, ceux de nos villes, et puis après, les autres. C'est une réaction humaine tout à fait habituelle. Et il est très difficile, lorsque quelqu'un qui est proche a des problèmes, de s'occuper de ceux qui sont plus loin. Malheureusement, c'est comme cela. Et il est très difficile de faire autrement. La Torah, d'ailleurs, nous demande de considérer l'étranger qui vit parmi nous. Le texte dit « V'chi yagur ittecha ger be'artsechem » Et si vous avez un étranger à côté de vous qui habite votre pays, même c'est vos pays au pluriel, que Ezrach mikem yihyeh lachem, il sera comme un concitoyen à vos côtés, pour vous. Et le texte continue, et tu aimeras l'étranger comme toi-même. Cette proximité nous oblige et nous rend responsables. Et pour reprendre l'expression fameuse de Lévinas, le visage de l'autre m'oblige. Et ce qui fait la particularité du monde d'aujourd'hui, c'est que le visage de l'autre, il est proche et lointain à la fois. Il nous apparaît sur nos écrans ou imprimé sur des feuilles, et il est là sans être là. Et nous pouvons aider l'autre, un inconnu dont nous voyons le visage, de là où nous sommes, quelquefois sans nous impliquer nous-mêmes de façon réelle, charnelle, physique. Si cela se présente, si nous avons la possibilité, on pourrait presque dire la chance dans notre situation, de pouvoir aider quelqu'un que nous connaissons et que nous voyons et que nous pouvons toucher, alors cela nous permettra de nous réconforter nous-mêmes. Mais retour à la réalité. Qu'en est-il de ceux qui nous sont proches ? Il se trouve que je connais les deux rabbins ukrainiens, Duchovnik et Gris. Le rabbin de Kiev a quitté Kiev et est aujourd'hui en Israël. Quant au rabbin d'Odessa, elle vit un moment compliqué. Julia Gris se trouve actuellement à Varsovie, mais elle a un passeport russe. Bien que vivant depuis 22 ans en Ukraine. Ce qui fait que les choses sont ainsi faites. Elle n'a plus accès à son compte en banque. Elle ne peut plus utiliser sa carte de crédit. Elle est à Varsovie avec sa fille et avec la communauté libérale de Varsovie. Elle accueille ses compatriotes. Non, puisqu'elle accueille des Ukrainiens alors qu'elle est russe. Mais elle accueille ceux parmi lesquels elle vit depuis 22 ans. Elle est dans une situation que certains pourraient qualifier de ubuesque. Et dans un rapport, parce que nous sommes informés, les rabbins libéraux sont informés de ce qui se passe dans ce monde et dans les communautés libérales presque de façon quotidienne et régulière.
Elle dit que les Sifrei Torah de sa communauté sont en sécurité. Mais nul ne sait quand ils pourront réapparaître. Et cela m'a fait penser aux 2 Sifrei Torah que nous avons dans notre arche, qui avaient été amoncelés à Prague, qui ont été transportés à Londres et qui sont maintenant 2 d'entre eux dans notre synagogue, et pour retrouver leur fonction, pour retrouver ce qu'ils sont et ce pourquoi ils ont été écrits. Comme on le voit, dans cette situation, il y a des problèmes extrêmement graves, de grandes questions et des questions collatérales qui parfois nous touchent directement et nous rendent encore plus sensibles à la réalité, car nous nous identifions à cette réalité plus facilement. Mais un sourire pour terminer. Il y a des réfugiés juifs ukrainiens en Biélorussie, même si ce pays est un allié de la Russie. La communauté juive en Biélorussie est extrêmement réduite. Et il y a un rabbin Chabad et un rabbin libéral. Et le rabbin Chabad a dit au rabbin libéral, agissons ensemble pour le bien des réfugiés. En lisant cette petite ligne dans ce rapport, je me suis mis à rêver que le Messie viendra peut-être un jour quand tous les rabbins traditionnalistes et tous les rabbins libéraux pourront se donner la main.